à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran. Cette semaine, il souffle un vent de fraîcheur, d'inspiration et d'insolence sur cette émission, bref, c'est le printemps. C'est sans aucun doute la jeune actrice la plus solaire, la plus délicieuse du cinéma français. Dans la super interview, rencontre avec Anaïs Demoustier. Il a été pendant des années l'un des visages du duo électro-R avant de se lancer dans une carrière solo sous le nom de Darkel. Jean-Benoît Dunkel nous livre dans l'extra interview son amour immodéré pour le cinéma. Enfin, une découverte dans le Screen Parfait, un jeune réalisateur américain qui à 31 ans marche sur les traces de Spike Lee. Il s'appelle Justin Simien et signe son premier film Dear White People. Mais avant cela, Isabelle Claire passe au shaker, l'actualité de tous les écrans. L'événement de la semaine, c'est Big Eyes, le dernier Tim Burton. Why are their eyes so big? Très différent des précédents, avec moins de sous, moins de fantastique et moins de Johnny Depp, Tim Burton aborde une des plus grandes impostures de l'histoire de l'art, celle de Walter Keane, joué par Christopher Waltz, qui usurpa le talent de sa femme peintre dans les années 50. Oh, what about honesty? Oh, come on, the painting says Keane. I'm Keane. You're Keane. From now on, we're one and the same. And action! Dans ce second biopic, 20 ans après Ed Wood, Tim Burton calme le jeu. Sa mise en scène est simple et magnifie ses acteurs. Pour preuve, Amy Adams vient de recevoir le Golden Globe de la meilleure actrice dans le rôle de Margaret Keane. I painted him. I did. Every single one of them. Every big eye. Me. And no one will ever know but you. Et petite info bonus autour du monde merveilleux de Tim Burton, un concert live de Danny Elfman cet automne à Paris avec toutes les musiques que le compositeur a réalisées pour lui. Magie en vue. Voici les rendez-vous de la semaine. À Valenciennes, entre expositions, projections pour enfants et masterclass, ce sont plus de 50 longs métrages récents qui seront montrés au public en attendant les compétitions de films de fiction et de documentaires. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu plein de films sur un très grand écran? Sur un très grand écran! Et puis de leur côté, il y a Noum Diawara, Harry Habitant, Frédéric Chou et Mehdi Sadoun qui nous souhaitent un bon printemps du cinéma à 3,50 € la place. Et ça, c'est sympa. Merci les gars. Prends la tête. Mais il faut arrêter de chanter maintenant. Il y a le printemps qui chante. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que le journaliste enquêteur Kolchak est de retour après 20 ans d'absence et toujours le même chapeau. Spécialiste des phénomènes paranormaux, depuis que sa femme a été assassinée par une entité inconnue, il passe ses nuits à traquer les monstres. Pas vue à la télé française depuis les années 90, cette série américaine culte stoppée en pleine gloire après une unique saison a marqué les esprits pour ses tracks nocturnes pleines de suspense. Première série d'épouvante, elle a influencé Chris Carter, le créateur de X-Files, et les plus grands scénaristes qui ont fait leurs armes, David Chase, le showrunner des Sopranos, ou encore Bob Gale et Robert Zemeckis. Un bien bel héritage à revoir en boucle si vous n'avez pas peur des zombies. Ne quittez pas, dans quelques instants, un focus sur le deuxième opus de Divergente, une science-fiction audacieuse sur la place de l'ado dans notre société qui bat de l'aile, avec Kate Winslet, Shailene Woodley, Naomi Watts et le très beau Theo James. Elle a des taches de rousseur, un minois d'éternelle adolescente. C'est une discrète et pourtant, à 27 ans, elle truste le cinéma français. Aujourd'hui, je prends le temps avec Anaïs Demoustier. Elle peut se vanter d'avoir tourné avec Michael Haneke, Pascal Ferrand, Claude Miller ou encore Christophe Honoré. Beaucoup de cinéma d'auteur, donc, des rôles parfois ardus, plus de 13 ans de métier. Et pourtant, elle a toujours cette image de jeune comédienne. On la retrouve cette semaine au centre d'un triangle amoureux. Dans A3, on y va, elle est séduisante, fraîche, désirable. Mais comment passer des rôles de jeune fille aux partitions plus adultes? À quoi rêve donc Anaïs? Rencontre.
Micha. L'autre? Bah ça va pas, non? Vous venez de vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là? En ce qui me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. L'image du trio amoureux, quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma, en littérature. Alors qu'est-ce qui fait que celui-ci est unique à vos yeux? Ce qui m'a plu là en l'occurrence dans le film, c'était peut-être l'idée de la jeunesse en fait, que ce soit 3 très jeunes adultes. C'est un âge, je trouve, qui est très intéressant à filmer en fait. C'est un âge, moi j'ai 27 ans aujourd'hui et je sens bien que c'est un âge qui est un peu un entre-deux. On est vraiment plus du tout dans l'adolescence, on quitte la jeunesse et on entre un peu dans l'âge adulte. Donc c'est un âge qui est, je trouve, très beau parce qu'il y a à la fois encore beaucoup de croyances, beaucoup de rêves et puis en même temps un truc un peu, une perte de certaines illusions peut-être quand même. Écoute, Charlotte. Quoi? Je crois que j'accepte pas. Quoi, j'accepte pas? J'accepte pas de jamais te voir. Exagère pas, c'est toi qui es très prise. Non. Moi, je suis libre. Je trouve que c'est rare, en fait, aujourd'hui, de parler de la jeunesse comme ça aussi, de montrer que les jeunes ne sont pas que dans un rapport hystérique aux choses. Là, ils décrivent vraiment des jeunes qui sont bouleversés amoureusement, quoi. Et je sais que moi, mes amis, les jeunes que je côtoie, y a ça qui les anime beaucoup, quoi. La question de l'amour, de ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. Et puis de leurs attentes, de leurs ambitions par rapport à ça. Vous avez beaucoup puisé dans ce que vous vivez vous-même en ce moment pour incarner ce personnage? Oui, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Souvent, on me pose la question quand je tourne des films, quels sont les points communs entre vous et le personnage? C'est assez rare d'en trouver, mais alors là, vraiment, y a des choses en commun. Déjà parce que c'est une grande amoureuse et que c'est mon cas. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de tirer des coups dans la vie. Mais j'ai aucune honte à dire que quand j'aime, je peux faire l'amour tous les jours, sans même penser que je le fais tous les jours, tellement j'aime. Et tellement je fais ça comme je respire. Je reviens pas d'en arriver à dire des trucs comme ça. C'est parce que je suis trop triste et t'en parler, ça me rend encore plus triste. Elle est jeune avocate. J'ai vu beaucoup de similitudes entre le métier d'avocate et le métier d'actrice. Quand on est jeune avocate, il faut à la fois garder la face, donner un sentiment de grande confiance en soi. Et en même temps, on sent bien que cette jeune fille, elle est encore très fragile. Elle n'est pas terminée, elle est pas complètement construite. Elle ne peut pas avoir l'aplomb d'une avocate de 45 ans. Donc tout ça, c'est des choses qui, moi, me parlent, que je peux voir aussi dans mon métier d'actrice. Que, bah oui, ma confiance, je vais la gagner petit à petit, mais que je suis encore en train d'apprendre plein de choses et que je ne suis pas complètement une vieille routarde non plus du cinéma. Enfin, il y a vraiment des similitudes entre moi et le personnage. Je sais que certaines rencontres peuvent mal tourner, comme je sais que la frontière est très fine entre le jeu de la séduction et quelque chose, pourquoi pas, de dangereux. Quand on a comme ça eu des personnages si riches d'adolescentes, on va dire, est-ce que c'est compliqué de trouver des personnages adultes qui aient la même aussi, profondeur bah alors là, pour l'instant, justement, ouais, j'avais peur de ça, parce que justement, l'adolescence, c'était un temps... Je me disais, c'est le meilleur temps pour les acteurs, l'adolescence. Je pensais aux grands rôles d'adolescente, l'effronter, Sandrine Bonnaire dans À nos amours. Je me disais, bon, on peut pas faire mieux que ça. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas vrai du tout, parce que là, j'ai eu des rôles passionnants, quoi. Depuis... Enfin, cette année, là, j'ai eu que des rôles incroyables. Enfin, Bird People de Pascal Ferrand, déjà, c'était un peu... Elle commençait un peu à être un peu plus âgée. Et le film de François Ozon qui s'appelait Une nouvelle amie, c'était vraiment une femme, pour le coup, une femme mariée. Enfin, j'ai vraiment passé un stade au niveau de l'âge. Enfin, voilà, c'était une fille plus âgée. Et j'ai trouvé que le personnage était super riche. Non, en fait, ce qui est important, c'est les visions des réalisateurs, quoi. Donc, après, l'âge du rôle, ça veut rien dire, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un regard sur la nature humaine. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste t'embrasser. C'est pas très adulte, mais... On s'en fout d'être adulte. Toi aussi, tu penses ça? Charlotte, t'es juste là. Allez, vas-y, vite. Je me demandais si le fait que vous ayez l'air très jeune pouvait être un obstacle. À quel moment ça a peut-être pu vous interdire certains rôles? Pour l'instant, non, ça m'a pas posé de problème d'avoir l'air jeune. Non, je sais pas, peut-être ça va venir, je sais pas. Non, parce que vous êtes tellement fraîche, tellement jolie, on peut imaginer presque que c'est dur de vous abîmer. Est-ce qu'il n'y a pas certains rôles que vous auriez aimé jouer et où on vous a dit mais non, t'es trop jolie ou t'es trop... Oui, je suis trop bonne santé, quoi. Ouais.
Ah oui, non, bah je sais pas. Peut-être. Non, mais c'est vrai que moi j'y pense pas, mais il y a peut-être des rôles, effectivement, il y a des gens qui disent non, elle a l'air trop innocente, ou je sais pas. Mais quand même, je sens que c'est en train de bouger ça aussi, parce que il y a des gens qui me disent que justement derrière mon apparente gentillesse, bonne humeur, sagesse, peut se cacher une forme de diabolisme. Donc peut-être que ça crée un truc intéressant. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, l'idée d'avoir l'air jeune et tout ça, déjà, ça passe, en tout cas. Et puis qu'en plus, ça m'empêche pas d'avoir un regard sur ce que je fais, une forme de... Je me sens pas si innocente que ça, en tout cas. Moi, il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est votre naturel. J'ai vraiment l'impression de ne pas vous voir jouer. Et comment on fait pour que l'expérience n'agisse pas comme quelque chose de négatif, qui fait qu'on voit avant tout la performance et pas le naturel? Je trouve que vous évitez à chaque fois la performance. Bah oui, alors ça, je pense que c'est parce que j'ai une grande conscience du film avant l'acteur. En fait, je me rends compte que moi, en tant que spectatrice, un acteur, ça m'intéresse pas spécialement, en fait. Je vais rarement voir un film pour un acteur. Je pense que les acteurs ont parfois tendance à se mettre un peu trop en avant et que donc ils prennent toute la place. Et que souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'une actrice ou un acteur qui fait une performance, je trouve ça un peu obscène, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas toi qui nous intéresse, en fait. C'est l'histoire, c'est le cinéaste, c'est les enjeux de l'histoire. Servir au mieux le film, c'est mettre un peu son ego de côté, puis y aller à fond. Et donc, ça crée de la spontanéité, je pense, et du naturel, parce que je suis de plein pied dans les situations. Je comprends pas pourquoi tu me quittes pas. Moi, je me le prendrais en pleine gueule, mais au moins la douleur, elle serait précise. Et je pourrais essayer de m'en sortir. Vous n'en avez pas marre qu'on vous appelle jeune comédienne? Ouais, c'est drôle, bah... Non, j'en ai pas marre. Jeune comédienne, ça me plaît, hein. Franchement. Je pense que c'est très difficile d'être une vieille comédienne, que peut être content, se réjouir de rester jeune longtemps. Jérôme Bonael, mais aussi cette année Emmanuel Mouret, Christophe Honoré et Valérie Donzelli, Anaïs de Moustier est décidément une jeune femme très désirée. À venir, beaucoup de rôles d'amoureuses passionnées pour cette comédienne qui n'envisage son art que le cœur battant. Fargo des frères Cohen, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, We're not God. We can't predict the future. ou encore Une nuit en enfer, le film culte de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, les films de cinéma se payent parfois une seconde vie à la télévision. Hey Mark, action. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous vous montrons pourquoi ces résurrections sont de bonnes nouvelles, en se penchant sur le cas Une nuit en enfer. Ce road movie sorti il y a presque 20 ans a bouleversé les codes en mêlant films de gangsters et attaques de vampires, avec à sa tête un duo d'acteurs détonnants, Quentin Tarantino et George Clooney. Ce film culte qui nous a bercés, retournés, marqués, nous aurions aimé ne jamais le quitter et surtout en prolonger l'expérience. Le passage au format série offre cette revisite tant attendue et c'est Robert Rodriguez derrière la caméra pour le film qui a repris son poste pour la série. One of the first shows we're going to do is From Dusk Till Dawn. I'm thrilled and revisit this after so many years and all the ideas that have formulated. And what I'm so excited to do is really expand that world, expand the characters and let them breathe. If the movie is the short story, the series is the novel. Le film durait un peu moins de 2 heures, mais là, il s'étend sur une dizaine d'épisodes, l'occasion d'approfondir la caractérisation des personnages. The Gecko brothers are who they were in the movie. They're this badass duo of bank robbers. Richie, start the car. Earl McGraw, Texas Ranger, he's awesome. Who has a much bigger story arc than he did in the film, and now played by Don Johnson. I get out here. I go like this. You again. Yeah, me again. Quentin and I used him in our other movies. He showed up in the Kill Bills, he shows up in Grindhouse, and he's mentoring this younger kid. Freddie Gonzalez character played by Jesse Garcia. Oh. Freddie was a voice that we created sort of from the ground up. You know, growing up Latino, you know, you watch TV and it's always the Latino guy's always the sidekick. Well, he actually turns out to be a main character of the series. Everything must be perfect tonight. Carlos is a character in the film who plays 3 different roles, and he's this mysterious figure who Seth has made a deal with.
In the movie, you don't really see what Carlos is up to, and you don't see how that deal came about. Qui dit film culte dit image culte, et c'est un sacré plaisir de les retrouver. Aucun fan du Nuit en Enfer n'a oublié le Titi Twister, le mythique Kahuna Burger. How's that King Kamehameha? I may be biased, but I think it's delicious. Ou encore le Bénise. Ces lieux cultes, c'est la même équipe que pour le film qui les a créés, voire améliorés. We're modernizing everything that we did 20 years ago. Some of our same locations are getting a redress. It's been cool to make this show with some of the same people that I had on From Dusk Till Dawn. They were so excited to get another crack at it. Bref, si l'idée peut faire peur, revisiter le patrimoine cinéma à la télévision s'avère être jubilatoire. Puisque le soleil est de la partie, je me suis dit que vous ne seriez pas contre un rendez-vous avec un musicien à l'air libre, en l'occurrence Jean-Benoît Dunkel, le binôme du célèbre groupe français Air. Si le groupe semble en sommeil, Jean-Benoît poursuit son exploration musicale. Il avait d'ailleurs sorti en 2006 un album solo intitulé Darkel. Eh bien, il renouvelle l'expérience aujourd'hui. Et ces mélodies nous font toujours naître autant d'images qui nous amènent ailleurs. L'occasion était donc rêvée pour savoir de quelle manière cinéma et musique se rejoignent chez lui. Jean-Benoît, avec vos mélodies qui sont à la fois nébuleuses et cosmiques, on peut dire que vous avez imposé un style de musique dans ce monde musical qui nous entoure. Ma première question, c'est celle-ci. Quel est pour vous le réalisateur qui a une esthétique et un style qui vous touchent? David Lynch. Déjà, c'est un musicien, donc je pense qu'il a une sensibilité musicale très développée. Il a le don du glauque, vraiment. C'est-à-dire qu'il arrive, je trouve, vraiment à développer des imageries et des sons, des textures qui sont vraiment, qui vont chercher très profondément en soi, psychologiquement très profondément, pour générer un espèce de malaise ou de profondeur sentimentale. C'est ça le glauque dont vous parlez, ouais. Jean-Benoît, c'est tout ce qui déshumanise la création. Et c'est ce qui fait que quand on écoute votre nouveau disque, Darkel, moi j'y retrouve une certaine mélancolie, ce bonheur d'être triste. Ouais. La mélancolie, c'est d'être, de se sentir bien en étant triste. Est-ce que le cinéma, vous l'aimez quand il exprime ce sentiment-là? Pas forcément, hein. J'adore les films avec De Funès ou des trucs comme ça. Ah bon, très bien. J'aime De Funès, ouais. Mais je pense que les artistes sont le contraire de ce qu'ils font. Par exemple, si vous rencontrez Iggy Pop, il va être relativement sage et calme et intéressant et posé. Et par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait de la musique très lente et très posée, et puis finalement, en fait, il est totalement excité. Et parce que je pense que les œuvres, en fait, sont médicinales à la base. Elles sont faites par des artistes qui veulent se soigner. Elle vous répare, votre musique vous répare. Est-ce que le cinéma pourrait avoir cette fonction-là? Est-ce qu'il vous a réparé, le cinéma? Le cinéma m'a réparé, ouais. Par exemple, je pense que c'est pas un hasard si on a eu la chance de collaborer avec Sofia Coppola, qui fait un cinéma contemplatif, qui décrit aussi parfois... le thème récurrent de Sofia, c'est un peu l'ennui. Elle décrit souvent l'ennui, sans faire des films ennuyeux. Et je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'il y a aussi un côté... voilà, notre musique, elle a été faite pour la contemplation, pour le lâcher prise, et pour se placer dans ces moments de cinéma nécessaires où justement l'esprit se repose. Parce que finalement, regarder un film, c'est épuisant. Il y a le script, il y a les acteurs à suivre, il y a cette lumière qui vous arrive dans les yeux. Et à un moment, en fait, le cerveau a juste envie de se reposer pour intégrer l'histoire et pouvoir digérer les émotions. Et c'est là où notre musique ou la musique d'autrui intervient pour susciter justement ce lâcher-prise.
vous avez composé quelques BO. Qu'est-ce qui vous stimule dans cet exercice? Ben, déjà, je pense que, vu mon profil, je ne peux pas composer n'importe quel BO. Je ne pense pas que ma musique soit synchronisable avec des dialogues, par exemple. Elle doit être un moment, elle doit correspondre à un moment, à ce moment de lâcher prise, où justement, il y a des grands espaces, où il y a une réflexion, ou un passage vide, sans intervenant, où on digère un peu le film. Et j'ai besoin de ça pour être inspiré. Finalement, quand on est occupé à regarder une image, il faut que la musique ne soit pas trop dense, qu'il n'y ait pas trop d'informations pour gêner en fait cette attention. Et donc c'est pour ça, par exemple, que parfois, dans la musique de film, il y a des techniques. Effectivement, s'il y a une chanson avec une batterie, des percussions et des harmonies lourdes, ça va générer beaucoup trop d'informations pour pouvoir laisser le cerveau en fait rêver. Je pense que même aussi certaines harmonies et certaines mélodies en fait appuient sur le bouton émotionnel mystérieux du cœur qui fait que ça déclenche une rêverie. Et la rêverie en fait c'est la place aux images. La seule chose qu'on sait de vous, ou que j'ai appris de vous en préparant cette interview, c'est que vous aimez la science-fiction. C'est quoi un bon film de science-fiction? Le style que je préfère, c'est quand la science-fiction est horrible. Donc par exemple, comme ce film de John Carpenter que j'adore, qui s'appelle The Thing, qui est vraiment très difficile à regarder, tellement c'est atroce, quoi. Je trouve ça vraiment abominable. Et j'adore ce genre de choses, ouais. Vous aimez cette science-fiction qui vous donne à voir ce que sera le monde dans 50, dans 2000 ans, Blade Runner, je pense à ça par exemple. Est-ce que vous aimez ça? Ouais, vous pensez plutôt à la science-fiction d'anticipation. Voilà. Ben, je trouve ça passionnant. Il y a un livre de Jacques Attali qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, qui est vraiment un roman d'anticipation et qui est incroyable parce que en fait, pour savoir ce qu'il y a dans le futur, il faut aussi analyser le passé et dégager en fait les lois invariantes. Et la science-fiction, elle marche quand justement il y a ce travail qui est fait en amont. Il y a une photo de vous qui circule où vous êtes un peu en cyborg. Et je me suis dit, tiens, il y a un côté Asimov, il y a un côté iRobot. Ça, honnêtement, c'est inspiré un peu de cette série que j'adore qui s'appelle Real Humans, qui est géniale. Et en faisant des DJ sets en Suède, j'ai rencontré un des acteurs qui est aussi réalisateur de cette série. Et je trouve ça formidable, en fait, ce côté, plutôt d'avoir un ordinateur chez soi, de se faire livrer un faux humain. Tu vois, un faux humain, un robot cyborg qui réagit à peu près comme un humain et ça va forcément se passer, ça. Ça va arriver. Pour moi, la série, c'est vraiment le genre de notre époque. Je pense que, en fait, ce qui est formidable, c'est que les gens ont besoin d'un suivi. Un peu, lorsqu'on tous les soirs, on regarde, on lit un bouquin, on a envie de retrouver ses personnages favoris. Et je pense que ce qui manque au cinéma, c'est justement ça, c'est le fait de retrouver ces personnages et de se sentir comme ça, haletant et vraiment curieux de connaître la suite. Et il y a seulement les séries qui peuvent produire ça. C'est un accompagnement affectif? Je pense que c'est ça, c'est un accompagnement affectif, ouais. Je pense que la série, ça marche maintenant parce que justement, il y a ça, il y a un peu les personnages de cette famille qu'on veut retrouver, quoi. Ce qui est remarquable dans les séries, c'est la digestion, c'est-à-dire l'attente, quoi. L'attente du prochain épisode. Et en fait, cette attente, elle augmente l'émotion. Elle est très importante. Pourquoi ne pas faire une musique pour une série? L'idée de déployer un genre musical sur une saison, sur plusieurs saisons, Jean-Benoît? Moi, je suis disponible. Ok. Alors, ça, c'est bien enregistré. Souhaitons, Jean-Benoît, qu'un réalisateur audacieux voit en vous une nouvelle manière de penser la musique à la série et ainsi créer, à la manière du couple David Lynch et Angelo Badalamenti, des combinaisons audio-visuelles innovantes.
À suivre dans le Screen Parfait, une leçon de mise en scène signée Justin Simien. Vous ne connaissez pas encore ce jeune réalisateur américain? Eh bien, son premier film, Dear White People, va changer la donne. Brillant ou agaçant, voire les deux en même temps, ce portrait des relations entre étudiants noirs et blancs au sein des grandes universités américaines ne laisse pas indifférent. Et c'est juste après les bons conseils d'Isabelle Claire, deuxième partie. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Find them. Every last one of them. Le coup de cœur de la semaine, c'est Divergente 2, l'adaptation du best-seller de Véronica Roth, 28 ans, qui a vendu plus de livres que Stephen King, Suzanne Collins ou encore George R.R. Martin. The success or failure of a story told in movie form depends on how well the actors can do in capturing characters and giving them depth and complexity. So I think we're very fortunate to have a cast like this. It's such a strong cast. Shailene Woodley, Theo James, Miles Taylor et Ansel Elgort, tout le renouveau du cinéma outre-Atlantique est là. Excuse me. Hey, Tris, I really like your hair, by the way. Did you try to cut it all short and weird like that? Why don't you take your food and sit down? Du sang neuf pour une allégorie autour de l'adolescence. I can't let anyone else die because of me. No one else is gonna die because of you. You know, I'm just one person. I'm not worth it. No, you are worth it. You are worth it to me. C'est la jeune Amazone Shailene Woodley qui porte le film, encensée par ses grandes sœurs spirituelles. Ici, Kate Winslet qui joue la méchante pour la deuxième fois et qui a eu un gros coup de cœur pour la jeune actrice. The type of person that she is very, very unique. You know, she's strong, she's confident, she believes in herself, she's comfortable in her own skin. I'm not gonna fight you. Of course you're not. You're gonna fight you. That's a great message. There's a wonderful qualities to pass along to a younger generation. Autre marraine de cœur, Naomi Watts, qui fait sa première apparition dans ce deuxième opus. There's great themes at the center of it all. The first one being about identity. We all are studying our own identities and other people's throughout our lives, and the launching pad of one's identity is when you separate from the family, and I think that's a wonderful, simple theme. Divergente, Hunger Games, le labyrinthe, ce nouveau genre dépeint des adolescents courageux, souvent des filles, qui se rebellent pour le bien commun dans une société qui a baissé les bras. Dans un monde actuel où l'on rabâche aux jeunes qu'ils n'ont pas d'avenir, il est bon de rappeler via le cinéma que parfois, c'est pas mal de ne pas rentrer dans les cases. À bon entendeur, allez, ciao! Chaque semaine, dans le Screen Parfait, un réalisateur décrypte pour nous son travail. Aujourd'hui, il est très jeune, 31 ans, et nous présente son premier film, récompensé à Sundance. C'est une comédie satirique grâce à laquelle il figure déjà parmi les 10 réalisateurs à suivre d'après la presse américaine. Une belle réponse à ce premier long métrage, Dear White People, dans lequel Justin Simien revient sur son expérience à l'université américaine et à sa difficile intégration en tant qu'Afro-Américain dans un monde de blancs. The movie is constantly subverting your expectations of the characters and of the world that they're in. Justin Simien connaît parfaitement l'industrie du cinéma. Sa carrière commence dans les bureaux de chaînes de télévision et de studios américains dans la communication et la publicité. Communiquer et vendre deviennent alors ses armes pour financer son premier long métrage sur Internet. C'était il y a 2 ans après avoir réalisé 3 courts dont une ébauche de Dear White People. L'année suivante, le film reçoit le prix spécial du jury récompensant le nouveau talent à suivre au festival de Sundance et l'on compare déjà son réalisateur à Spike Lee pour sa verve sociale et à Wes Anderson pour la précision de son cadre. Pour cette première expérience, Justin Simien a choisi de se confronter au College Movie, une des grandes traditions du cinéma américain. I think colleges and schools in general make really great settings for films because they provide a really convenient microcosm. You don't have to sort of like spend any time explaining why
these particular people are together and for what purpose. It's very clear. But you're able to, in a college movie, talk about, you know, bigger issues. You're able to get at aspects of the human condition that really affect us all in our lives, but in this very particular microcosm, you know, in the same way that Fame, you know, as much as it's set at a performing arts high school, it's really about the sort of drive to be famous. And generally speaking, you know, the same can be true for a movie like Election, which is, you know, about power. As much as any sort of movie that's more typically about, you know, world politics, even though it's set at this high school. You're listening to Winchester University's only college radio station. Dear white people, the minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to 2. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Dating a black person to piss off your parents is a form of racism. Show it, racist. Black people can't be racist. Racism describes a system of disadvantage based on race. From the very beginning, one, I wanted you to know that this was a different kind of movie. I wanted you to know that you were watching a movie and that the movie itself was aware that it's a movie. You know, first of all, I love films that just admit that they're films, admit that they are existing in a world that can only exist in cinema. I love movies like that because it gives you a little bit of intellectual distance from the characters, so that, like, yes, you're emotionally involved, but you're constantly thinking. There's ideas at play, and whenever a movie sort of like does something that can't happen in real life, like a long zoom or characters looking directly at you in perfectly composed frames, it reminds you that you are having a cinematic experience with characters, and I like that little bit of distance. I also wanted to present these characters to you with a sense of artifice. You know, this is a movie about identity. It's a movie about the masks that we wear. I wanted you to make very quick judgments about these characters based on what they looked like, how they were looking at you, and what was placed around them. And these judgments over the course of the film might break down. Maybe you'll see them differently once you get to the end of the film. I think the idea of the centered character looking directly at camera, you know, I think that's something I stole from silent movies. You know, Metropolis, Fritz Lang in particular plays, we quote that film visually a lot, actually, in Dear White People. You know, Fritz Lang has a very specific film language. He has a specific film style where in important moments in the character's journey, they look right at you, center frame. And I think that that's where that came from. That and some of The Shining, actually, which is a weird reference, but, you know, that's kind of where I got it from. And then I knew from the outset that I wanted the film to take place in a hyper-reality. You know, I wanted the frame to be just so. I wanted the names of the schools to be jazz singers. I wanted you to know that this feels kind of like real life, but it's not. These characters represent ideas. They're not just characters, they're ideas. Together, we can bring black back to Winchester. Who does Sam think she is? This, like, Spike Lee and Oprah had some sort of pissed-off baby. You don't understand. Girls like me have to pick a side. I'm sick of your tragic mulatto bull. I can't say mulatto. Mulatto, mulatto, mulatto. Did somebody say mulatto? They pay millions of dollars on their lips, their tans, Jay-Z tickets, because they want to be like us. But I also wanted to subvert people's expectations, because typically when a movie about black kids, particularly a college movie about black kids, is made in America, you don't expect it. And you don't expect the director and the story to be aware of cinema history. You don't expect references to Ingmar Bergman's Persona or Fritz Lang's Metropolis to be in a movie with people of color. And I wanted to subvert that expectation. Si Justin Simien étonne par ses références cinéma pointues et ses cadres parfaitement étudiés, il ne s'arrête pas là. Alors que le College Movie appelle une bande originale bien dans son époque, c'est au jazz que le réalisateur emprunte la sienne. You like jazz, Lionel? Winchester's like jazz. It's a research school. And jazz is tension. The interplay of improvised solos, all creating one song. I thought there was a really interesting analogy between jazz and
being a person of color in America. You know, jazz is something that most people think of as, you know, one kind of music. It's also a very American, you know, kind of music. It was born and raised in America. That's where it started. And it started by, you know, primarily black artists. And to all of us, it feels like it's just one thing, but to actual jazz musicians in the era of jazz, when jazz was coming into its own, they were constantly squabbling and fighting over what was really jazz, and constantly trying to identify, like, what is, you know, this kind of jazz versus that kind of jazz, Charlie Parker versus Louis Armstrong. What about Armstrong Parker? They were kind of at war about what it really meant, but to the outside world, we all just thought it was one thing. And I thought that there was an interesting relationship between jazz as an art form and the experience of being a person of color. It is a very expressive form of music, and you can't ever play any piece of jazz the same way. I mean, it's about individualism, you know, but at the same time, you do have to play with other people. And so, in so many ways, I just thought it was an interesting analogy to what was happening with the characters. L'univers et l'humour décapant de Dear White People, vous pouvez les retrouver en salle, mais aussi dans cet ouvrage haut en couleur, disponible uniquement en anglais. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez revoir cette émission sur OCS Go, YouTube ou encore Dailymotion. La semaine prochaine, vous le savez, de nouveaux héros vont envahir votre écran. Lesquels ? Dois-je vraiment vous le dire? Et oui, Ciné, séries et compagnie, après tout, c'est comme une bonne série à suspense. On garde toujours des rebondissements pour le prochain épisode. Allez, salut!